Les pathologies différentielles au trouble du spectre autistique peuvent être aussi des pathologies que l'on va retrouver dans le trouble du spectre autistique. Du coup, euh, aborder ces deux sujets ensemble semble, paraît tout à fait évident. Le diagnostic différentiel, donc, cela va être une pathologie qui peut avoir des manifestations ressemblant à l'autisme. Cette question diagnostique différentielle se pose souvent lors du diagnostic précoce surtout, et va entraîner très souvent non seulement une évaluation multidisciplinaire, mais que l'on retrouve dans toutes les autres, à tous les autres moments du diagnostic et du suivi, mais aussi donc un suivi répété avec une répétition pour savoir au fond quelle est la trajectoire développementale, tout en sachant bien entendu que de toute façon, il faudra mettre en place une prise en charge ciblée, que ce soit un trouble du spectre autistique diagnostiqué de façon provisoire qui sera dans un second temps infirmé ou au contraire confirmé. Alors, ça ressemble, mais ça n'est pas, comme dans l'ancienne pub TV si vous êtes de ma génération. La comorbidité, les troubles comorbides sont par contre quelque chose qui est moins étudié en psychiatrie, en recherche. Ça commence à prendre un champ de la recherche, mais auparavant, par souci probablement d'unicité diagnostique comme on retrouve en médecine, on ne diagnostiquait pas d'autres troubles associés, notamment s'il a du mal à écrire, s'il a au fond des angoisses, s'il est mutique, c'est qu'il est autiste, alors qu'il peut bien sûr avoir un autre trouble, d'autres troubles au pluriel associés. Donc cela ne prémunit pas d'autres troubles, au contraire, puisque donc si vous avez commencé à regarder les textes que je vous ai fournis, et notamment mon chapitre qui va être publié, il y a bien plus une co-occurrence plus importante de troubles, notamment génétiques et neurodéveloppementaux, associés à l'autisme. Alors déjà, donc, il va falloir envisager l'existence de troubles sensoriels. Est-ce que l'enfant est sourd? Est-ce que l'enfant est aveugle? Est-ce que sa vision est bonne? Est-ce qu'il entend bien? Ces deux troubles peuvent vraiment, lorsqu'ils existent chez un enfant, faire évoquer un autisme chez le petit enfant. euh, et donc il va être important de pouvoir avoir aussi des intervenants, des collaborateurs qui connaissent bien des ophtalmos, des ORL, qui connaissent bien ces enfants et l'étude des enfants, l'évaluation des enfants. Bien entendu, les retards développementaux sont vraiment la grande cohorte de diagnostic différentiel ou, comme les troubles sensoriels, associés à la pathologie autistique. Le chef de file en étant bien sûr le trouble du langage. Les dyspraxies qui sont moins en France évaluées, ou du moins dans leur pluralité euh, possible. Les troubles de la modulation sensorielle qu'on va retrouver beaucoup chez les enfants ayant aussi un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. Au fond, c'est donc des enfants qui ont une hypersensibilité à un domaine sensoriel ou une hyposensibilité, ce qui entraîne aussi du coup des difficultés d'appréhension de l'environnement. Et ça peut être modulation sensorielle, aussi kinesthésique au fond. Le retard mental qu'on retrouve quand même, donc vraisemblablement dans 50% des cas, avec l'intensité de la déficience qui devrait être bien sûr évaluée et qui peut être donc légère et ne pas être de suite mise en évidence.
Les pathologies donc génétiques, le plus connu étant le syndrome de l'X fragile, qu'on va retrouver, mais on va aussi retrouver la trisomie 21 et le Klinefelter. Ces pathologies-là étant aussi des pathologies co-occurrentes lors d'un trouble autistique. Et c'est donc des pathologies qu'on va devoir rechercher aussi chez des enfants ayant le diagnostic avéré d'autisme pour eux et aussi pour le dépistage et le repérage de troubles d'un gène dans la famille. Les troubles cérébraux organiques, donc c'est beaucoup plus rare, mais cela peut bien entendu amener à des symptômes, des manifestations neurocognitives qui peuvent évoquer un trouble autistique. Alors, il y a aussi les pathologies de l'attachement, c'est bien moins fréquent que peut-être ça n'est diagnostiqué notamment dans les centres médico-psychologiques, où la dépression du nourrisson semble être parfois dans certains centres un diagnostic princeps. Il y a des troubles dépressifs majeurs, des troubles réactionnels de l'attachement, donc bien connus, avec la séparation précoce et persistante avec l'adulte maternant. Mais c'est donc bien plus rare dans nos contrées. On va le retrouver surtout dans les pouponnières du tiers quart monde, où donc les enfants qui ont été adoptés ont vécu, en sachant bien entendu qu'à ce moment-là, ça va être très important, cette anamnèse, pour connaître comment l'enfant se trouvait, les premières relations avec les parents adoptifs, et aussi l'évolution, puisqu'on peut normalement avoir une évolution extrêmement positive pour ce type d'enfant. Les troubles anxieux, le trouble du déficit de l'attention, mais qu'on va retrouver chez des enfants ayant un trouble du spectre autistique et tous ces autres enfants, hein. Un enfant qui est dyspraxique, qui a des troubles du langage, va présenter plus de troubles anxieux, de colère, et donc un manque de confiance en soi. Donc je vous engage à faire attention quand vous avez ce type d'enfant, vous allez faire des diagnostics de manque de confiance en eux, et au fond, déjà, il va falloir surtout les prendre en rééducation. Alors, la schizophrénie précoce, la grande différence, c'est que normalement, il y a quand même un trouble, il y a une normalité développementale avant l'apparition de la schizophrénie, et précoce, on pourra en parler peut-être le plus précocement à partir de 7-8 ans, mais là encore, je pense qu'il faut être extrêmement vigilant à ce diagnostic, euh, et, et à ne pas passer à côté d'autres troubles, et notamment là, pour le coup, je pense qu'il faut vraiment faire attention à une pathologie cérébrale organique. Et j'ai oublié bien sûr des troubles épileptiques qu'on retrouve plus aussi dans l'autisme. Mais bon, là on est dans le trouble différentiel. Alors, les négligences et les abus, c'est quelque chose qui va aussi de pair avec parfois la pathologie de l'attachement, hein, ces pouponnières où il y a une négligence, voire une indifférence affective et éducative. Les abus aussi. Je les ai mis en dernier parce que quand même, ici en France, c'est bien plus rare. Et il faut être très attentif à ce diagnostic, puisque ça entraînerait un signalement
Euh, et par ailleurs, souvent, une partie des associations de parents d'autisme font part de parents qui se retrouvent accusés au banc des accusés alors que leurs enfants ont un trouble autistique ou j'ai entendu aussi cette histoire d'enfants ayant des os de verre et des parents qui se retrouvent dans une situation d'être les maltraitants alors que ça n'est pas. Donc, il y a bien sûr l'importance pour le diagnostic différentiel, comme après on va reprendre le trouble comorbide, d'une anamnèse et d'une observation pointilleuse, une évaluation, un diagnostic ne sera pas posé à la première consultation. Il est important de rencontrer les deux parents seuls, sans l'enfant, pour avoir le temps, sans le nourrisson, pour avoir le temps d'évaluer toute l'histoire de la grossesse, de l'accouchement, des pathologies infectieuses de l'enfant, de l'histoire familiale pour les antécédents, pour les interactions aussi, l'histoire des parents avec l'enfant, des habiletés développementales, s'il y a eu aussi une involution de la qualité des échanges de l'enfant, puisque par exemple une maman qui allaite peut à 4 mois, certaines mamans peuvent remarquer une spécificité de l'enfant, surtout si l'enfant n'est pas le premier, euh, une spécificité d'échange de mauvaise qualité et va donc alerter, sans pour autant pouvoir faire le diagnostic à 4 mois, mais va pouvoir alerter sur le danger et donc nous permettre de mettre en place au plus vite un accompagnement avec une stimulation importante, puisque les enfants, les tout petits, c'est 20 heures de rééducation par semaine pour avoir une efficacité extrêmement importante. Euh, donc, bien entendu, le bilan multidisciplinaire, hein, donc faire appel aux médecins spécialistes compétents pour évaluer les autres sphères, ORL, ophtalmo, et le suivi avec des évaluations répétées de ce type d'enfant. Donc là, c'est la partie 1, j'arrête là et je vous reprends tout de suite dans la partie 2. Voilà.